Alors, si je prends le cas d'Haïti, après le tremblement de terre du 12 janvier qui a fait environ 250 000 morts, nous sommes intervenus. Nous avions déjà été présents antérieurement en Haïti, puis on avait quitté Haïti, puis nous sommes revenus dans les jours qui ont suivi le 12 janvier. Et là, on a mis en place des programmes d'accès à l'eau potable d'urgence à Port-au-Prince notamment, mais aussi à Petit et Grand Goâve, qui se trouvent à l'ouest de Port-au-Prince. Donc, pour vous donner une idée, mais ça n'est que bien sûr des chiffres, à Port-au-Prince, alors sur un premier programme, hein, dans les programmes d'urgence, c'est souvent au plus court 3 mois, le plus souvent 6 mois. Pourquoi c'est si court? Parce qu'on est dans l'urgence, donc on est sur des changements de situation continus, et donc il faut constamment réajuster les programmes en fonction des besoins. Par exemple, quand les populations n'arrêtent pas de se déplacer du fait des combats, il faut pouvoir réajuster ce que vous faites au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et puis quand on est dans la reconstruction, on est plutôt sur des programmes de 1 an, 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc sur ce programme à Port-au-Prince, c'est des chiffres très précis, entre le 2 mars et le 16 mai 2010, donc on a délivré 20 millions de litres d'eau chlorée à 54 000 personnes qui étaient réparties sur 31 sites d'hébergement avec 28 points de distribution d'eau. Donc on a distribué 275 000 litres d'eau par jour, c'est-à-dire 5 litres par jour et par personne. Je dis bien 5 litres d'eau potable par personne et par jour, ce qui est évidemment très insuffisant, puisque nous-mêmes on en consomme entre 100 et 150 litres par jour. Là, je parle d'eau potable. Et bien sûr, nous n'étions pas les seuls opérateurs, nous étions un certain nombre d'acteurs humanitaires, d'ONG notamment, et nous étions répartis le travail à Port-au-Prince. Ensuite, on a remis ces installations à des associations locales, à des comités de gestion sur place qui préexistaient au tremblement de terre pour nous impliquer ailleurs. Et ensuite, bien sûr, sur la crise de choléra qui a démarré l'automne dernier. Si je prends l'exemple de Petit Goâve, eh bien, voilà, c'est un programme aussi destiné à... Alors, peut-être un mot quand même sur Port-au-Prince. En fait, si on divise le coût du programme sur une période donnée, hein, et ces programmes se sont poursuivis derrière, eh bien, on arrive à peu près à 14 dollars par personne pour apporter 5 litres d'eau par personne et par jour à 55 000 personnes. Évidemment, ce sont des dons qui ont été mobilisés auprès de la Commission européenne, auprès du Centre de crise du ministère des Affaires étrangères, auprès de l'UNICEF, mais aussi auprès, par exemple, à Petit Goâve, de l'AGOS de l'eau Seine-Normandie, qui nous a vraiment beaucoup soutenus dans cette urgence. Donc voilà un exemple. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'évidemment, on a été confronté à cette question de l'accès à l'eau potable, l'assainissement au moment de la crise de choléra, qui manifestement était importée, comme vous le savez, par les casques bleus népalais, malheureusement. Et là, ce qui est grave, c'est que ça n'a pas été, les excrétas, les eaux usées n'ont pas été traitées. Elles ont été rejetées dans des cours d'eau, en Artibonite. Et bien sûr, dans un pays où il y a très peu d'hygiène, d'assainissement et d'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'épidémie de choléra s'est répandue très vite. Aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai, c'est un rapport que j'ai reçu de notre mission daté du 28 février, en tout cas sans date du 16 février, c'est qu'il y a 240 000 personnes contaminées, qui ont été contaminées, donc 4 573 décès. Bon, ce qu'il y a de positif, c'est que tous les acteurs se sont mobilisés, que là on voit vraiment, hein, les graphiques des décès sont vraiment en train de baisser sérieusement. Mais évidemment, maintenant, ce choléra est endémique, il va falloir longtemps pour en venir à bout sur l'île, et ça peut reflamber naturellement. Donc ça, c'est un exemple d'action d'urgence. Je pourrais bien sûr aussi vous citer des cas différents, comme puisqu'on parlait de zones dont certaines ont beaucoup d'eau et d'autres peu. Évidemment, quand vous êtes au Darfour, auprès des déplacés, 2 millions de déplacés sur 6 millions d'habitants dans la province du Darfour au Soudan, 4 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire tous les jours, dans une zone grande comme la France, sans infrastructure, un désert semi-aride, vous imaginez les conditions d'intervention. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que la raréfaction en eau dans ces zones occasionne des conflits. On a souvent pensé qu'au Darfour, et c'est pas faux, il y a une dimension du conflit qui est entre populations noires et arabes, mais il y a une partie du conflit qui est entre nomades et agriculteurs, et il y a une partie du conflit qui s'explique par la question de l'accès à l'eau entre les troupeaux des nomades et le besoin en eau des agriculteurs. C'est une dimension du conflit du Darfour. On a le même phénomène dans le nord Kenya, à North Horn, etc., où là aussi on a les problèmes entre les nomades et
les agriculteurs. Donc on voit bien que dans les zones où il y a peu d'eau et où l'eau est un enjeu, où la pression démographique va en s'accroissant, ça devient une source de conflit. Jusqu'où cela peut-il aller? Je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'est des zones où la démographie est vraiment importante et où les ressources pour vivre sont rares, précieuses et tout simplement vitales. Je voudrais prendre un autre cas de figure pour citer un exemple avant de passer à la République démocratique du Congo, c'est celui de Kaboul, en Afghanistan. C'est une ville qui s'est beaucoup développée du fait du conflit, notamment du retour des réfugiés, des déplacés. Eh bien, aujourd'hui, vous avez 4 millions d'habitants à Kaboul, vous en avez 2 millions qui vivent dans la ville avec un plan d'urbanisme et 2 millions qui sont hors de tout master plan, hors de tout plan d'urbanisme. La communauté internationale est présente là-bas depuis la fin 2001. Et aujourd'hui, dans les quartiers périphériques de Kaboul, c'est des ONG comme Solidarité Internationale et d'autres qui interviennent pour amener l'accès à l'eau potable, l'assainissement, comme on le fait dans les zones rurales en Afghanistan. Bien sûr, l'eau est gratuite, mais ces gens-là sont en dehors de tout plan d'urbanisme. Sont des gens pauvres. Les daily workers, quand ils travaillent, ils gagnent peut-être $1 par jour. Donc évidemment, ils n'ont pas de ressources pour payer l'eau. Et de toute façon, il n'y a pas de système d'approvisionnement en eau, sinon des systèmes privés extrêmement coûteux auxquels ils ne peuvent pas avoir accès parce que leurs ressources ne le permettent pas. Alors un mot sur la RDC. En RDC, où nous sommes présents depuis 2000 maintenant, donc vous savez qu'il y a eu un conflit, toujours en cours d'ailleurs, à l'est de la RDC, le long des frontières du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Nous sommes intervenus pour des raisons d'urgence et très vite on a mis en place des programmes d'accès à l'eau potable et l'assainissement. Toujours est-il qu'on a été conduit à répondre à une demande de la municipalité, mais aussi de la Régie des eaux, qui est l'organisme public en charge de l'eau dans ce pays, ex-Zaïre, à prendre en charge finalement une ville de 170 000 habitants qui avait un réseau mais très détérioré, qui ne ravitaillait que 700 habitants, ou plutôt des commerçants dans le centre-ville. La ville comportait 170 000 habitants, elle est passée à 240 000 depuis, du fait notamment des déplacements de population dus au conflit. Donc on s'est engagé dans la construction d'une station, une station. Alors d'abord c'est un système gravitaire. On est allé puiser l'eau dans les collines, dans des rivières qui alimentent d'ailleurs le Nil, 5 rivières, pour approvisionner la ville par un système gravitaire. On a construit une station qui est un système de rétrofiltration biologique, donc qui n'est pas très coûteux en énergie. Toujours est-il qu'on a commencé en 2004, le programme se poursuit, vous voyez. Donc c'est des programmes qui durent. Aujourd'hui, donc, le nombre de bénéficiaires est de 191 000. Et si on divise le coût des programmes qui ont été financés par la Commission européenne et aussi par l'Agence française de développement plus récemment, on arrive à un coût de 29 € ou de 40 $ par personne, sachant que après la phase d'urgence où l'eau était distribuée gratuitement, bien sûr, il a fallu concevoir un système de recouvrement des coûts avec la Régie des eaux, avec la municipalité, avec le gouvernement. Donc c'est vrai qu'on est aux limites de nos capacités, de nos compétences, mais on le fait dans la mesure où il n'y a pas d'autres acteurs pour le faire. Et les habitants de Béni donc, achètent un bidon de 20 litres, ils achètent 20 francs congolais, ce qui représente environ 1,10 $ par mètre cube, soit environ 0,80 centimes d'euros. Alors c'est accessible à beaucoup de gens qui ont fait aussi un calcul très simple, et c'était l'objectif, c'était de réduire la mortalité, c'était de réduire aussi le nombre d'enfants, notamment ayant des diarrhées, donc allant dans les centres médicaux, les hôpitaux de la ville, achat de médicaments, ça coûte en moyenne à peu près à chaque fois $1 aux familles qui pouvaient le payer. En plus de ça, les sources auxquelles la population se rendait pour s'approvisionner étaient loin, donc ça représentait plusieurs heures de marche chaque jour, entre 3 et 4 heures de marche. Et c'était une cause majeure d'agression contre les femmes sur ces routes, sur ces sources qui étaient vraiment éloignées de la ville. Sans parler du fait qu'évidemment, quand vous avez une source, et même s'il y en a beaucoup, il y a des files d'attente, les gens passent beaucoup de temps. Donc l'objectif, c'est de réduire la mortalité, mais l'effet induit, c'est que ensuite les personnes ont du temps à la fois pour... D'abord, ça réduit tout simplement les maladies liées à l'eau, et les diarrhées en particulier. Ça permet aux enfants d'aller à l'école.
Et ça évite les agressions contre les femmes, et ça leur permet de se livrer plutôt au maraîchage et de vendre une partie de leur production sur le marché. Donc on sait en général, tout ça est à prendre avec précaution, mais que pour $1 investi pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement, $1 investi génère entre 4 et $12 d'effets positifs, notamment sur le plan économique, en économie de frais de santé, etc. Donc comme on le voit, c'est un investissement rentable, notamment pour les gens les plus pauvres. Donc voilà ces deux exemples. Donc encore une fois, dans un cas, dans les cas d'urgence, l'eau, bien sûr, on la délivre gratuitement, il s'agit simplement de sauver des vies. Nous, on est dans le processus d'accompagnement des populations, jusqu'au moment où la paix revient, quand c'est un conflit, quand dans une situation de catastrophe, les pouvoirs publics, les services publics sont en mesure de prendre le relais, souvent avec des associations locales, des services publics qui renaissent, pourquoi pas des entreprises d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans le cas de Béni, ce que l'on s'est efforcé de faire, c'est de mettre en place tout un système de comité de gestion d'eau. Il y a un comité des usagers de l'eau, qui comprend notamment le comité des mamans. Ce qu'on appelle les mamans en RDC, ça joue un rôle extrêmement important. C'est les femmes qui s'occupent de l'approvisionnement en eau. Et donc elles font partie de ce comité d'accès à l'eau, ainsi que le comité des gestionnaires des bornes fontaines. On a mis en place environ 120 bornes fontaines de 10 mètres cubes avec 10 robinets chacune, avec un compteur. Les gens viennent chercher de l'eau. Donc dans leur quartier, il y a 18 districts, les bornes fontaines ont été réparties en conséquence. Les gestionnaires sont choisis par les mamans. Les gestionnaires donc, font payer l'eau et payent eux-mêmes la régie des eaux, ce qui permet un recouvrement des coûts. Bon. Donc là, on est jusqu'à toute l'année dans une phase plutôt institutionnelle, c'est-à-dire pour vraiment que les structures responsables, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, associatives, avec le soutien de la population et des radios, bien deviennent autonomes et que les recettes générées par l'eau achetée par les usagers eh bien, permettent à la fois la maintenance, bien sûr les salaires et bien sûr les développements nécessaires. Ça n'est pas si simple. Hein. Honnêtement, c'est plus compliqué parfois que l'aide d'urgence, indépendamment de la paix, insécurité dans les situations de conflits armés. Voilà. Alors peut-être pour dire 2-3 mots sur le droit à l'eau et l'aide humanitaire, ou le droit à l'eau et l'eau. Alors évidemment, c'est un progrès, parce que ça va être incitatif, ça devient un droit. En tout cas, ça ne va pas donner d'eau du jour au lendemain, d'eau potable à ceux qui n'en ont pas. En République démocratique du Congo, il y a énormément d'eau, c'est l'Afrique verte. 50% de la population, 60 millions d'habitants, n'a pas accès à l'eau potable. Et on est pourtant dans un pays où il y a beaucoup d'eau. En Afrique, c'est 40% de la population africaine, 1 milliard d'habitants, qui n'a pas accès à l'eau potable. Et Gérard Payen donc parlait de 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la fois au robinet et à une eau de qualité suffisante. Et 885 millions qui n'ont pas accès, parmi eux, à une source améliorée. Donc, il y a beaucoup de travail devant nous. On parle de crise de l'eau. Alors, je ne veux pas généraliser, mais nous, dans les situations humanitaires, on est quand même souvent confrontés. On est vraiment au contact des populations qui ont le moins accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et la question qu'on se pose, c'est combien de temps faudra-t-il pour qu'elles y parviennent, sachant qu'on est vraiment confronté à des défis. Il y a ce stress hydrique, parce que si je comprends bien les chiffres, mais les hydrauliciens le savent mieux que moi, on est passé d'une ressource mondiale de 16 à 17 000 mètres cubes par personne et par an, je crois, à moins de 5 000. Il y a des zones où on est bien sûr à moins de 1 000 mètres cubes. Et on est dans des zones le plus souvent qui sont où la démographie est très importante, l'urbanisation également. Donc comment va-t-on faire face à la révolution urbaine? J'ai ici quelques chiffres qui sont préoccupants. Hein. Quand on parle du Rwanda, le Rwanda aujourd'hui c'est 9,9 millions d'habitants, c'est 10 millions d'habitants. En 2050 c'est 22 millions, sur 25 000 km² d'ailleurs. Si vous prenez le Pakistan, il y a quoi? Il y a 180 millions d'habitants, ils vont passer à 335 millions d'habitants. Et quant à l'urbanisation, aujourd'hui, il y a 3,3 milliards effectivement d'êtres humains qui vivent en ville. Mais parmi eux, il y en a 1 milliard qui vivent dans les bidonvilles. En 2020, il y en aura 1,4 milliard si les tendances se poursuivent.
et il y en aura 2 milliards en 2030, dans les bidonvilles et dans les pays pauvres, où se trouve 95% de l'évolution démographique. Et plus près de nous d'ailleurs, quand on voit le Proche-Orient, Algérie, Tunisie, Maroc, on en parlait tout à l'heure avec Gérard Payen, il y a de quoi se préoccuper sur la question de la ressource en eau, sans parler de la dépollution. Donc voilà. Donc ce que je voudrais dire pour terminer, c'est la raison, vous l'avez souligné, pour laquelle depuis 2005, on lance des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique. En 2008, on a fait un sondage avec l'Institut LH2 et on a découvert que 1% seulement de nos concitoyens savent que l'eau insalubre est une des premières causes de mortalité dans le monde. Donc on s'efforce de le faire savoir pour agir aussi auprès des décideurs, de manière à ce que les moyens mobilisés soient suffisants. Alors je sais que ce n'est pas seulement un problème de ressources financières, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais enfin, d'après l'OMS, la communauté internationale mobilise environ 8 milliards, la moitié en prêt, la moitié en dons. Il en faudra 18 milliards pour atteindre les objectifs du millénaire qui ne sont que réduire la pauvreté par 2 d'ici 2015. C'est donc des objectifs insuffisants si on veut gagner la bataille de vitesse dans laquelle nous sommes engagés. Donc on va lancer un spot qui passera à partir du 22 mars à la télévision, dans les cinémas. On va lancer une pétition qu'on mettra au président de la République en prévision du Forum mondial de l'eau qui aura lieu en mars 2012 à Marseille, en France, pour que la France, qui accueille et qui co-organise ce forum, soit exemplaire et prenne les initiatives nécessaires. Quand le président de la République nous a reçus au mois de juin pour lancer le 6e Forum mondial de l'eau, il a dit qu'il le mettrait en haut de l'agenda du G8 et du G20. On lui demandera convenablement ce qu'il en a fait. Nous, on a un certain nombre d'attentes. La première, c'est que l'eau et l'assainissement deviennent une priorité mondiale, ce qui n'est pas le cas. C'est 5% de l'aide publique au développement mondial. Ce n'est pas suffisant. On invite les Nations Unies à rationaliser leur dispositif, puisqu'il y a 28 agences des Nations Unies et autres qui s'occupent de l'eau dans le monde. Ça fait beaucoup. Voilà. Et puis, ce qu'on souhaiterait, et on le demande depuis plusieurs années, c'est que la communauté internationale mette en place un outil accessible, facile d'accès. Internet est sans doute le meilleur moyen, où l'on puisse voir quels ont été les engagements, quelles ont été les réalisations, qu'est-ce qui reste à faire, où sont les priorités, qui intervient, de façon à ce qu'on ait vraiment un outil de coordination qui permette de faire jouer les synergies le mieux possible, parce qu'il faut optimiser les ressources qu'on a. C'est aussi une voie, une voie à améliorer naturellement. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain Boinet. Alors, sans perdre une minute, je passe la parole à Denis Désy sur ce thème du droit à l'eau et de la tarification sociale. Merci beaucoup. Je vais tenter de partager quelques points de vue sur ces questions de droit à l'eau et de tarification sociale, en évitant de me répéter avec les panélistes ici présents, parce que beaucoup de choses ont été dites. Concernant le droit à l'eau, donc effectivement, c'est quelque chose de très récent, à savoir le droit à l'eau reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies, ça date de juillet 2010, et on peut se poser la question dans quelle mesure ça va être impactant auprès des pays en développement, ce droit à l'eau. On n'a pas de recul aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous raconter une petite histoire qui peut donner certaines idées. Il se trouve que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a inscrit le droit à l'eau dans sa constitution depuis 1996. Et régulièrement, dans certains endroits d'Afrique du Sud, ce droit à l'eau n'est pas respecté et les usagers se saisissent des instances, peuvent conduire des procès, intenter des procès par rapport aux autorités locales ou aux compagnies d'eau qui ne respectent pas ce droit. Et ce droit à l'eau, notamment, mentionne la gratuité des 6 premiers mètres cubes pour les usagers. Alors, mon propos ici, c'est pas de défendre la gratuité des premiers mètres cubes, c'est juste le processus qui est intéressant, puisque cette question de gratuité, ça reste c'est sans doute une spécificité sud-africaine qui n'est pas forcément transposable dans d'autres pays d'Afrique. Quoi qu'il en soit, donc en 2006, certains habitants d'un quartier de Soweto ont dénoncé l'usage sur les bornes fontaines de compteurs à prépaiement qui ne permettaient pas de bénéficier de 6 premiers mètres cubes gratuits. Donc ils ont porté plainte, le tribunal leur a rendu raison, il y a eu un appel, donc second jugement qui leur a encore rendu raison, et un troisième appel jusque devant la Cour constitutionnelle qui finalement n'a pas donné raison aux requérants. Donc effectivement, dans ces cas-là, on se rend compte que
d'une certaine faiblesse de ce droit à l'eau qui au final n'a pas pu être respecté. Néanmoins, suite à ce processus a duré de 2006 à 2009 à peu près, donc pendant près de 4 ans, au final, l'autorité locale, la société d'eau se sont appropriés finalement toutes ces attentes, ces requêtes faites par les usagers, et il y a un dispositif, une nouvelle solution technique qui a pu être mise au niveau des bornes fontaines, donc des robinets publics, pour qu'il y ait un système de décompte des 6 mètres cubes d'eau gratuit pour les différents usagers. Donc au final, il y a eu quand même un effet. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça et qui peut essayer de nous permettre de nous projeter un peu sur l'usage qui peut être fait du droit à l'eau? D'abord, le lien direct et systématique entre droit à l'eau et accès à l'eau potable n'est pas forcément évident. Mais en revanche, il est clair qu'il y a un lien potentiellement très fort entre le dynamisme d'une société civile ou d'organisation d'usagers et l'accès à l'eau. Et dans ce sens, le droit à l'eau est sans doute un outil, un cadre dans lequel certaines formes de militantisme ou d'activisme des usagers de la société civile permettent d'interpeller des sociétés d'eau, des autorités locales, pas forcément pour négocier une gratuité de l'eau, c'est pas ici mon propos, mais juste pour obtenir un meilleur accès à l'eau potable, notamment pour ceux qui ne bénéficient pas des infrastructures. Voilà, premier point sur cette question de droit à l'eau. En ce qui concerne la tarification sociale, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit M. Gérard Payen. C'est le principe de tarification sociale qui consiste finalement à trouver une articulation entre équité sociale et équilibre financier d'un service de l'eau. Sur le papier, c'est très intéressant. J'ai ici l'exemple au Burkina Faso, l'ONEA, l'Office national de l'eau potable et de l'assainissement, définit 4 tranches. Si vous consommez moins de 8 mètres cubes, vous aurez à payer 30 centimes d'euros le mètre cube. Entre 9 et 15 mètres cubes de consommation, enfin les 9 et 15 mètres cubes suivants, vous passez à 60 centimes d'euros le mètre cube. 16 à 30 mètres cubes, vous passez à 80 centimes. Et si vous consommez plus de 30 mètres cubes, vous passez à 1,60 € le mètre cube. Donc a priori, et donc ici effectivement, les consommateurs de la première tranche, ceux qui consomment moins de 8 mètres cubes, paient l'eau moins chère qu'elle n'est produite et sont subventionnés par les plus gros consommateurs. Mais dans la réalité, effectivement, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que déjà, un système comme ça cible les plus pauvres. Or, lorsqu'on est pauvre, on n'a pas forcément un branchement privé à domicile. Donc, ça rejoint ce qui est évoqué tout à l'heure par M. Payen, à savoir, le premier enjeu, c'est effectivement de faciliter l'accès au branchement, le raccordement au réseau. Deuxième point, parmi les populations qu'on cible, donc des pauvres, ils sont souvent localisés dans des zones d'habitat précaire, des bidonvilles, et beaucoup d'entre eux n'ont pas de titre foncier. Or, pour avoir un branchement privé, dans beaucoup de pays, en tout cas vis-à-vis de l'opérateur en charge de l'eau, il faut un titre foncier pour pouvoir bénéficier d'un raccordement au réseau. Et enfin, donc, très justement, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, et ça c'est peut-être probablement au Ghana qu'on a commencé à s'en rendre compte il y a à peu près dans les années 90, je crois, c'est que les gens les plus démunis les familles ont tendance à s'organiser à plusieurs autour d'un même point d'eau. Et donc, au final, on a plusieurs familles qui sur un même robinet et qui basculent directement dans les tranches de consommation élevées. Et donc, au final, ils payent l'argent, ils payent le prix, ils payent l'eau au même titre, au même prix que les plus nantis. Donc les impacts, ce qu'on vise n'est pas forcément ce qu'on obtient au final. Il y a d'autres alternatives qui ont pu être mises en place. Je pense notamment à Madagascar, mais pas seulement à Madagascar, c'est le concept ou le statut de branchement social. C'est-à-dire qu'on va identifier des zones, des quartiers, des familles qui sont effectivement catégorie pauvre. On leur propose un branchement où le prix de l'eau sera moitié moins cher que le prix normal. Concrètement, si vous avez un branchement social à Madagascar, le mètre cube, vous le paierez 500 riaris, donc à peu près 18 centimes d'euros. Et si vous avez un branchement privé classique, vous paierez 2 fois plus, à savoir 36 centimes d'euros le mètre cube. Ça pose des questions fondamentales qui sont loin d'être simples à résoudre, à savoir quels sont les critères d'attribution d'un branchement social. Il y a des questions d'objectivité qui ne sont pas forcément évidentes à rejoindre. Et puis, à partir du moment où on a un point d'eau où l'eau est moins chère,
Qu'est-ce qui va se passer dans beaucoup de cas? C'est qu'il va y avoir de la revente de proximité. C'est-à-dire, j'ai une eau à 500 Ariary le mètre cube, je vais la revendre à mes voisins. Peut-être un peu plus cher pour me faire une petite marge, mais au final l'objectif, une eau peu chère, moins chère pour les plus démunis, on voit que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces interventions.